Cette plateforme, j'allais dire cette belle plateforme de rencontre et d'interaction entre les lauréats de la Fondation et les dirigeants du secteur public, privé et associatif. Je voudrais également apprécier très positivement cette idée de bâtir une relation entre la jeunesse française et la jeunesse africaine. Parce que vous êtes en train de bâtir l'avenir. Et entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, c'est une relation ancienne, mais qui doit traverser les âges. Et ma conviction est faite que si nous travaillons la main dans la main, dans un esprit évidemment nouveau, nous pourrons faire de grandes réalisations ensemble. Et nous sommes sur les mêmes fuseaux, nous sommes voisins. Donc le fait d'avoir cette jeunesse française et africaine ensemble pour engager les transformations du futur nous rassure quant à l'héritage. Je félicite les lauréats et lauréates pour leur sélection qui reflète une grande diversité, si l'on en juge par les nationalités ici représentées. Et je me réjouis également de constater que Mme Issa Diop Sakho, fondatrice de la start-up Mburu, Mburu qui veut dire le pain dans notre langue. Issa, elle est là? Ben, levez-vous, on vous voit. Alors, elle était deuxième de l'édition 2020 du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation. Et donc, elle figure dans votre palmarès de 2021. Comme convenu, j'aborderai ici quelques enjeux de la présidence sénégalaise de l'Union africaine avant d'engager notre discussion. Je dirai tout de suite que ces enjeux émergent de l'état actuel du monde. Un monde en mutation profonde, à tout point de vue. Un monde en crise. Un monde de toutes les possibilités, des meilleures aux plus inquiétantes. Je pense aux énormes progrès de l'humanité en l'espace de quelques décennies. Le numérique et ses multiples applications que la jeune génération maîtrise à merveille en est une belle illustration. Sachant également que c'est un outil à usage ambivalent, où le meilleur côtoie le pire. Je pense à d'autres défis de notre temps, le réchauffement climatique, le terrorisme, la pandémie Covid-19, les déséquilibres dans la gouvernance politique, économique et financière mondiale, et bien sûr les situations conflictuelles. S'y ajoutent des préoccupations propres à l'Afrique, notamment le retard dans le processus de développement, une vulnérabilité particulière au péril environnemental et au choc extérieur, un commerce international inéquitable et une gouvernance politique et financière mondiale handicapante. L'Afrique, je vous le rappelle, n'est pas encore membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est ce Conseil qui traite de la question de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Et plus de la moitié des thèmes abordés, près de 70% des sujets concernent l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas là, présente. L'Afrique n'a pas de droit de veto, il n'est pas membre permanent. C'est dire qu'il y a des injustices historiques qu'il faut corriger au plus vite. Nous avons également des influences négatives liées au fait que les institutions qui gouvernent le monde actuel, les plus importantes si on prend les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire, Banque mondiale et autres, lorsqu'on les crée, l'Afrique n'était pas là, n'était pas dans le tour de table.
Donc les préoccupations africaines n'ont pas pu être prises en compte et prises en charge par ces institutions. Nous sommes toujours régis par les règles de leur création. Et l'exemple le plus patent, ça a été les droits de tirage spéciaux que le Fonds monétaire vient d'émettre. 650 milliards de droits sur lesquels toute l'Afrique n'a que 33 milliards de dollars. Puisque c'est fait au prorata de l'économie, c'est fait selon des règles qui ont été définies, moi où nous n'étions pas là. Et donc, nous avons plaidé, je vais y revenir dans le développement, et il y a donc toutes ces règles qui ne facilitent pas le décollage économique de l'Afrique, nonobstant des efforts internes et la volonté, même des partenaires, de pouvoir accompagner, mais nous devons oser faire les réformes qui feront progresser et l'Afrique et le monde. Bien sûr, je n'oublie pas nos défis internes à nous, dont les limites dans la gouvernance politique, la gouvernance économique. Nous voyons la recrudescence des coups d'État, en particulier en Afrique de l'Ouest, ce qui était vraiment dans les annales de l'histoire, ça ressurgit. Et ces coups d'État associés aux conséquences de la guerre Est-Ouest rendent les solutions extrêmement difficiles, y compris dans le Sahel et dans la CEDEAO. Jadis, les sujets étaient traités convenablement par la CEDEAO. Aujourd'hui, elle peine à régler le problème du Mali, par exemple, à régler le problème de la Guinée, parce que si on va au Conseil de sécurité, il y aura un veto contre les solutions préconisées. Et donc, finalement, nous sommes impuissants. Pas de notre fait, mais du fait de l'influence de forces extérieures qui ont des atouts sur la gouvernance mondiale qui font que finalement nous sommes paralysés sur nos propres territoires. Et pendant ce temps, le terrorisme gagne du terrain. Cela, comme je dis, nos défis personnels constituent évidemment un recul démocratique, notamment avec l'avènement de ces coups d'État, ces interruptions anticonstitutionnelles du pouvoir. Les défis que voilà donnent une idée des enjeux et priorités pour l'Afrique. Enjeux et priorités, au moins que je peux analyser à deux niveaux. L'Afrique est un continent très jeune. Il est aussi le berceau de l'humanité, mais il est très jeune. Vous prenez le cas du Sénégal. Nous avons un âge moyen de 19 ans. C'est-à-dire que nous sommes des papis déjà, nous autres. 19 ans est l'âge médian au Sénégal. Et vous avez plus de 77% de la population qui a moins de 35 ans. 77. Alors, donc vous comprenez, les problèmes sont des problèmes des jeunes, des adolescents, des enfants. Alors ces problèmes ont pour nous éducation, formation professionnelle. Et nous devons remettre en cause le modèle d'éducation qu'on a eu. C'est un modèle théorique qui ne prédestine pas à l'emploi. Mais il nous faut valoriser la formation professionnelle, qui jadis était un héritage, j'allais dire, dans nos sociétés, des métiers. Et c'était mal vu. Aujourd'hui, nous essayons de valoriser cette formation professionnelle. Comme les Français l'ont si bien fait. Quand on parle de la cuisine en France, vos chefs sont les mieux payés dans le monde. On les exporte à Washington, partout ailleurs. Et nous, nous avons du mal à comprendre qu'un homme doit pouvoir faire la cuisine. C'est ça le problème. Donc c'est là où le ministre de la Formation doit faire l'effort sur le marketing de ces métiers, les métiers manuels. On voit ce que la grande couture fait, ce que la création fait. Et donc, les métiers de la dextérité doivent être rémunérés à leur juste valeur. Et c'est là le changement de paradigme dans l'éducation que nous avons engagé, où nous voulons que 30% des effectifs issus du cycle primaire puissent aller dans la formation professionnelle, mais une formation qualifiante et valorisée.